Chers internautes, merci de vous reconnecter pour continuer à suivre avec nous cette série d'entretiens dans le cadre du trentenaire du département culture de l'Université Senghor, département ouvert en 1992. Et depuis lors, près de 400 spécialistes des différents domaines liés au patrimoine culturel et à la gestion des entreprises culturelles ont été formés. Certains d'entre eux occupent des postes à responsabilité au niveau du continent africain dans les pays d'origine. Et aussi, aujourd'hui, les départements a deux spécialités sur son campus principal à Alexandrie, la gestion du patrimoine culturel, le management d'entreprises culturelles et aussi trois diplômes d'université, dont un en sciences des archives, un second en sciences de l'information des bibliothèques et un troisième qui ouvre bientôt en archéologie et patrimoine, sans oublier un master 2 intégralement en ligne en tourisme et patrimoine culturel. Et dans le cadre de cette série d'entretiens aujourd'hui, je me retrouve en face d'un alumnus, d'un ancien du département culture que je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, et je vais d'abord commencer à vous transmettre mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui Merci. commence. Je suis docteur Hugues Emenchana, alumni de la 11e promotion du Cameroun en gestion du patrimoine culturel, spécialité muséologie, en quelque sorte, c'est ça. Actuellement, je suis directeur du Musée national du Cameroun et enseignant-chercheur à l'Université de Maroc, département des sciences historiques, archéologiques et du patrimoine. Je suis à la fois universitaire et praticien. C'est bien, c'est un bel équilibre utile pour le pays et aussi un exemple intéressant pour les étudiants actuellement en formation et ceux qui vont venir. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes passé d'un étudiant qui finit à l'Université Senghor en gestion du patrimoine culturel à directeur du Musée national du Cameroun, qui est quand même un des pays importants en Afrique centrale? Merci. C'est une question très importante aussi, hein, qui oriente déjà le choix des mémoires. Je dis toujours aux étudiants quand je fais mes mémoires, lorsqu'ils choisissent le thème de mémoire, et ça, c'est mon vécu expérientiel de l'Université Senghor. Je leur dis toujours, lorsque vous prenez un mémoire, si vous ne remplissez pas les trois conditions, c'est arrêté. Première condition, c'est la faisabilité. Est-ce que votre sujet est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Prenons l'exemple, j'ai eu à encadrer un étudiant qui voulait travailler sur le patrimoine militaire. Je lui ai dit, est-ce que c'est faisable? Vu la situation sécuritaire du pays, vous n'aurez pas d'informations. Un, c'est la faisabilité. Deux, la disponibilité des informations. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous aurez les personnes de ressources? Des informations écrites et même orales. Et la troisième condition, et la plus importante, c'est quoi? L'impact de vos mémoires. En quoi vous pouvez vivre vos mémoires? C'est ça les éléments très importants. Si vous ne remplissez pas de conditions, rien ne peut déterminer la suite de votre carrière. Pourquoi? Parce que ça. Lorsque j'étais, par exemple, à Senghor, mon mémoire, c'était quoi? Conquête et fidélisation des publics au Musée national du Cameroun. J'avais une vision. Je savais que derrière mon mémoire, je dois vivre de ça. Le projet de conquérir et davantage du public au Musée national du Cameroun. Dans ma tête, chaque fois que je brossais mes dents, je pensais être directeur du Musée national du Cameroun depuis 5 ans. Et c'est ça que Dieu dit, les trois conditions qu'il faut respecter. La faisabilité, la disponibilité et l'impact en quoi vous mémoire pour vivre. Et voilà pourquoi, une fois revenu au Cameroun en 2009, il faut aussi dire qu'en 2009, lorsque je reviens au Cameroun, il y avait un contexte favorable. C'est la même année déjà, en décembre 2009 au Cameroun, on ouvre les instituts de beaux-arts. Il faut dire que les formations en sciences du patrimoine étaient des formations en quête de marque au Cameroun. On ouvre l'Institut de beaux-arts de l'Université de Douala en Consamba, l'Institut de beaux-arts de l'Université de Tchang à Fouban et un département de sciences historiques des beaux-arts et sciences du patrimoine de l'Université de Maroua. Je vais postuler dans les trois universités, quoi. Et je vais être recruté dans 2 universités à la fois, en 2010. Donc, je suis recruté dans 2 universités, je suis à l'université de Maroc. Parce que j'ai eu un contexte où il n'y avait pas de profil en sciences du patrimoine en muséologie. Il n'y avait pas. Que ce soit l'université, là où j'ai laissé partir, il n'y avait pas. On a beaucoup plus recruté des étudiants qui faisaient soit archéologie, histoire, les disciplines qu'on connaissent, mais pas vraiment en muséologie, parce que ça ne formait pas. Et c'est ça l'avantage de l'université, c'est d'avoir formé un profil où moi, je suis recruté en master déjà. Étant à l'université, le recrutement à l'université, c'est quoi? Master plus article et ou une thèse. Je n'avais pas de thèse. Mais mon profil m'a accordé un certain avantage sur le terrain. Une fois je suis recruté enseignant, chercheur, et une des conditions, vous devez soutenir votre thèse pour continuer à avancer à l'université. Je vais m'inscrire en thèse après, entre l'université de Maroc et les États-Unis, où je vais migrer aux États-Unis après.
et revenir soutenir ma thèse en 2018 et changer de grade aussi, passer chargé de cours et être enseignant-chercheur. Au même moment, j'ai publié un ouvrage en 2014 sur les musées nationaux d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un projet d'ouverture, de rénovation du musée national. Parce que le 30 avril 2014, il y a un décret portant organisation et fonctionnement du musée national. Je me suis dit, voilà, j'ai fait une formation en muséologie, j'ai fait une thèse sur le musée, pourquoi ne pas anticiper sur les choses? Et je le dis toujours encore aux étudiants, il faut savoir anticiper sur les choses pour ne pas être marginalisé plus tard. Et c'est une situation assez encore difficile, assez bizarre. Pourquoi? Parce que j'étais en thèse sur un autre sujet, les musées dans l'écriture histoire contexte en développement actuel. J'ai décidé de faire un ouvrage sur le musée national. Lorsque j'ai fait une demande d'appui à mon université, on dit, ben, ce monsieur, comment? Au lieu de finir sa thèse, il va y écrire un ouvrage. Moi, je les ai dit, la thèse, c'est autre chose, l'ouvrage, c'est autre chose. La thèse, c'est l'avancement académique. L'ouvrage, je vais vous positionner par rapport au musée national. Et ne vous me voyez pas venir. Moi, j'avais une autre vision, j'avais une autre visée. Finir au musée national. Bon, ça a fait tout un problème à l'université, le financement de cet ouvrage-là. Tout le monde s'est opposé. La seule personne qui s'est opposée, je n'étais pas là lors des réunions, mais j'ai quand même le retour de ces réunions, c'est le recteur qui dit la thèse n'a aucun rapport avec le livre. Les seuls de son ouvrage. Et je vais publier cet ouvrage en 2014, édition La Matin, ce qui portait sur les musées nationaux d'Afrique qui sont en jeu de développement actuel. J'ai publié l'ouvrage, le musée va ouvrir en 2015, mais pendant qu'on ouvre, je ne suis pas au Cameroun, je suis installé aux États-Unis. Après, je reviens au Cameroun, le musée fonctionne bon an. Et en 2018, j'ai écrit un nouvel article encore sur l'évaluation du musée après son ouverture à rénovation, où j'essaie de montrer que ça n'avance véritablement pas. Parce que dans cet ouvrage, j'ai fait des propositions pour le relancer véritablement le musée national du Cameroun. Je faisais mon travail à l'université, j'entendais les étudiants, je faisais les articles. 2020, en 2019, le directeur part en retraite. Le directeur adjoint qui était là, qui est un ami aussi, un collègue aussi du même département, il me dit, il y a une possibilité, un musée national, si tu peux faire, il faut postuler. Il me dit, tu es mon ami, je sais que tu es le seul qui a le profil pour lancer ce musée. Vas-y, on ne sait jamais. Je vais postuler comme les autres. Et quand je postulais, il faut le dire sincèrement, je me voyais venir comme directeur adjoint. Même en interne, certaines personnes au ministère souhaitaient que je sois chef de service d'ailleurs. Et une fois, je suis appelé, on me dit, par rapport à votre profil, vous ne pouvez pas être directeur adjoint. Le meilleur profil peut être directeur. Et c'est là où le ministre a pris. C'est un risque, de mettre quelqu'un directement directeur du musée national. Et c'est un risque à payer jusqu'à présent. Il faut dire que, comme je le dis, tiens, le maître mot, c'est quoi? Il faut savoir anticiper sur les choses pour le père que je m'en disais plus tard. J'ai forgé mon profil depuis Senghor. D'accord. Vous avez forgé Merci. votre profil depuis Senghor, mais pour ceux qui sont actuellement étudiants, en fonction des opportunités ou de l'environnement offert par l'université, quels sont les points, quels sont les éléments sur lesquels ils peuvent déjà travailler, ce sur quoi ils peuvent s'accrocher pour bâtir petit à petit leur profil déjà en état à Senghor, pour maximiser, si je peux dire, leur passage à l'université? Pour maximiser les passages à l'université, je dis toujours aux étudiants, tout part du sujet de mémoire, du lieu de stage. Je dis aux étudiants, le plus important, ce n'est pas les stages photocopiés. Posez la question, quel est mon projet professionnel? Et c'est ça que le second a eu le mérite d'avoir toujours présenté le projet. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Et il faut mettre sur pied les initiatives et les micro-actions, les actions et micro-actions pour tendre vers ces objectifs précis-là. C'est-à-dire que les étudiants qui sont sur le terrain, ils regardent autour de lui, ils disent, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à cette structure? L'univers culturel est vaste et concurrentiel. Et encore un élément très important que je le dis toujours, en matière de culture, on répond rarement aux attentes. Les attentes n'existent pas, elles se construisent. Il faut construire son profil en anticipant, en imaginant les solutions que vous pouvez vendre sur le marché de l'art, sur le marché de la culture. Et pour un Camerounais, par exemple, le contexte a changé. Depuis novembre 2020, la stratégie a changé. Avant, on était dans le DSE, document de la stratégie de gestion de la croissance. Et depuis, on est entré dans un nouveau document qu'on appelle SND 30, la nouvelle stratégie de développement à l'horizon 2020-2030. Où, dans le DSE au Cameroun, par exemple, avant,
la culture était logée dans le social. Alors que dans le SND 30, la culture a migré du social vers les industries des biens et des services. Et on demande à toutes les entreprises culturelles de produire les statistiques, le retour sur l'investissement, en quoi son projet va porter une incidence sur le point. C'est-à-dire que quoi? L'étudiant qui est là maintenant veut postuler, doit monter, va créer, doit s'orienter vers des projets créateurs de richesses, des externalités positives à l'activité culturelle. Et c'est avec ça, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est avec ça qu'il pourra se rendre indispensable sur le terrain. C'est ça le plus important, hein, parce qu'ils ont un niveau hautement concurrentiel. Qu'est-ce que vous apportez du nouveau par rapport aux autres? Et c'est vers ça que les étudiants doivent s'orienter, pour ne plus faire la même chose comme les autres. D'accord. Et dans ce cadre, on remarque que votre parcours est assez riche. Pour l'instant, quelle est la réussite pour laquelle vous êtes fier? La première, ce pour laquelle je suis fier, c'est faire ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est le plus important. Il faut dire un moment, j'étais installé aux États-Unis. Je travaillais, mais je ne travaillais pas par rapport à mon profil. Et j'avais le choix. Pour voir un peu. Et je me rappelle quand j'ai fait ma thèse, je travaille à Amazon, on me dit, mais what you do here? Apply for management position. Il faut appliquer pour une position supérieure. J'ai dit non, ce n'est pas pour ça. Je travaille juste parce que je vais partir. Et l'opportunité présentée de faire ce qu'il voulait faire. J'étais fier de moi. Voilà, j'étais très fier de cette formation à Singapour parce que ça a réussi à forger mon destin. Je pars du Cameroun comme professeur de lycée en histoire. Il faut comprendre, là, si vous partez pour professeur de lycée en histoire, à muséologue, à venir ouvrir, et imaginez en histoire, il y a beaucoup de licenciés. L'environnement est très. Je me dis que si j'étais resté en histoire, même en histoire, je ne suis pas sûr que j'aurais été pété en centre supérieur. Je ne suis pas sûr que je serais directeur du musée national. Et ça veut dire que j'ai forgé mon destin. Prenons par exemple, je suis dans le cadre, par exemple, d'un projet de modernisation du musée national avec le CD2. Dès moi, j'étais enfant, je leur disais, qu'est-ce que vous faites pour la formation des restaurateurs en Afrique? Le Cameroun n'a presque aucun restaurateur sur le marché. Et la plupart des collections de musées sont en état de dégradation avancée. Voilà, par exemple, voilà une niche où un étudiant peut facilement s'orienter dans la formation et trouver son retour sur le terrain. Et c'est ça la fierté, d'aller se former et revenir servir son pays. Et ça, la fierté, c'est quoi? Et tu te rends compte, et tu te rends compte correctement que tu contribues au développement à travers ta formation, tu peux contribuer au développement de ton pays. Et c'est ça très intéressant parce que tout ce que tu fais, parfois, tu le dis que tu le fais inconsciemment, mais il y a un retour, on rappelle que mais, quelque part là-bas, depuis son arrivée, il a transformé. C'est ça ma fierté. Chaque fois qu'on m'appelle, on a l'impression, parfois on me pose la question, on vient d'ouvrir le musée. Je dis non, le musée est ouvert depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a un retour positif. C'est le plus important. Et ça vous vaut beaucoup de choses et beaucoup d'intégration. Et même la considération au niveau international. Cette année, par exemple, je vais acquérir une exposition mémoriale sur l'art féminin en Afrique parce que l'institution a eu confiance en moi. L'année passée, j'ai eu à faire une exposition temporaire qui portait sur ce qu'on appelait contact zone. Comment on pourrait transformer le milieu national en lieu de vie et d'espace commun. Lorsque je discutais avec l'éditeur de l'Institut français, il a senti qu'il a raté le coach. Parce qu'une exposition qui n'a pas été financée, qui a eu un succès phénoménal. Et il a proposé ça à mes mémoires. Ça, c'est une fierté personnelle. Où un peu vous sentez que vous apportez quelque chose de nouveau à votre institution, à votre pays. Et ce qui me vaut, par exemple, actuellement au Cameroun, je suis le coordonnateur du secteur technique des questions de gestion des biens culturels du Cameroun. Ça veut dire qu'à travers ma formation, j'aide mon pays. C'est ça le plus important. C'est ça aussi un sentiment de fierté. Merci. Vous qui êtes sur le terrain maintenant, vous qui êtes dans le milieu professionnel, dans le domaine muséal, quelles sont les compétences nouvelles aujourd'hui dont on a besoin pour mieux gérer ces genres d'institutions? Peut-être des compétences sur lesquelles le département culture pourrait peut-être insister dans son programme de formation. Merci pour cette question, c'est très important. Chateaubriand le disait, hein, je vais reprendre par ricochet, pour être un homme de son pays, pour être un homme de son pays, faire comme de son temps. Et je le dis aussi, revenir, pour être un musée de son pays, faire qu'un musée de son temps. Quelles sont les problématiques actuelles des musées? Un, il y a la question de conservation des collections, parce qu'il manque les restaurateurs. Si on pouvait beaucoup, nous avons besoin de restaurateurs, miser sur la professionnalisation. Parce que chaque fois, nous sommes un vent. Parce qu'actuellement, nos jours, depuis le discours du président Macron, c'est question de la bien culturelle, la question qu'on pose aux pays africains, est-ce qu'ils sont capables de sécuriser ces objets, de conserver ces objets? C'est un élément très important, la question de conservation et restauration des collections. Deuxième élément très important, nous sommes à l'ère du numérique. Comment est-ce qu'on peut exploiter toutes les diverses possibilités, les opportunités qu'offre le numérique pour l'insérer au musée?
Parce que l'offre culturelle est différente que variée. Si nous n'apportons pas quelque chose de plus, le musée de demain, ce sera même le téléphone. Je pense, il y a le numérique, il y a la question de consommation, il y a aussi la communication. Je le dis toujours, hein, nous sommes passés de l'époque des fabricants à l'époque des communicants. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine. S'il n'y a pas tout un écosystème autour de vous, vous ne serez rien. Il faut une bonne communication. Il faut un écosystème favorable à l'explosion de tout ce que vous faites. Je dirais communication muséale, restauration des collections, numérique. Voilà les éléments très importants. Et même aussi même l'inventaire, il faut traduire les inventaires des collections. Parce que l'inventaire est la première forme de conservation des collections. Et encore un élément très important, je l'ai dit dans un article, on est en train de négliger. Et ça revient toujours chaque fois qu'on parle de questions. Est-ce que capable de conserver? C'est l'élément très important, c'est la conservation endogène des collections. On parle très peu. Les savoir-faire locaux. Parce que quand vous me posez la question, est-ce que vous pouvez conserver? Je vous pose la question, est-ce que lorsque vous venez prendre ces objets étaient en état de dégradation? Non. C'est parce que sur place, les ancêtres, il y a eu certains savoir-faire qui ont su conserver de manière endogène. Il faut voir, parce que parfois on vient de construire les musées, ce qui devient plus tard les usines à gaz. Il faut faire le parallèle entre les conservations endogènes de collection et conservation conventionnelle de collection. Voilà ces différents enjeux de cette formation en patrimoine. Voilà, on a beaucoup évoqué des questions professionnelles. On va petit à petit quitter ce terrain pour évoquer des aspects un peu plus humains. Vous avez étudié avec des condisciples. Quelles sont les relations que vous maintenez avec eux? Est-ce que le réseau des anciens vous apporte quelque chose dans votre itinéraire professionnel? Comment ça se présente pour vous? Ce que Senghor a réussi à faire, les gens s'est réunis, les gens qui venaient d'horizons divers autant que variés, hein, tous unis dans la diversité. Et ce réseau est très important qui va au-delà de Senghor. Nous qui essayons de voyager parfois, lorsque nous avons le pays, on pense que la question pose, est-ce qu'il y a un Senghorien là? Et on fait un effort de rencontrer. Parfois, les voyages se préparent en amont. Et ça, par exemple, au Sénégal, il y a qui au Sénégal, bon, est-ce que je viendrai dans beaucoup de pays en telle période? Et parfois, il me dit, ah, si je peux venir, ramène-moi sur ton pays. Et c'est ça le réseau. Je vais vous dire une anecdote. Une année, je vais aux États-Unis, j'arrive à Atlanta, je partais en Floride. Il neigeait. On a annulé tous les vols, les transferts. J'écris sur Facebook, je suis bloqué, je dois dormir à l'aéroport à Atlanta, en Georgie. Pour ceux qui m'écrit, c'est un ancien Senghorien qui est pourtant même déserté, hein, le Togolais, j'ai oublié son nom, là, le Togolais, là. Il m'écrit en inbox, je ne suis pas loin de l'aéroport, je viens te chercher. Ça n'a pas de prix. J'écrivais de manière vague comme ça, là. Je vais donner un repos en Géorgie. Il est venu me récupérer à l'aéroport. Et c'est ça qui n'a pas. L'esprit singorien, c'est ça qui n'a pas de prix. Et ça n'a pas de. Ça n'a, en fait, c'est immatériel. C'est au-delà de l'argent ou un peu. Et chaque fois qu'on va quelque part, on croit que c'est vrai. Dernièrement, j'étais au mois d'octobre, la formation de Culture France sur la question sur l'exposition des collections, où nous avons retrouvé 4 Singoriens, des productions diverses. Il y a Onay, qui est béninois, il y a le directeur du musée de N'Djamena, Adoum Gariam, et une autre qui était venue en formation, un coup de formation à Senghor. C'est ça la solution. Et après, on a pris une photo entre nous, les Singoriens. Et encore, c'est ça l'esprit continue partout. Parfois, surtout dans ces réunions, chacun se parle juste Senghor. Et ça fait la fierté. On dit, donc il n'y a que les Senghoriens ici. Allez au patrimoine, directeur du Fonds africain de patrimoine, Senghorien. Allez à l'EPA, Senghorien. Actuellement, l'actuel directeur culture, la région Afrique centrale, c'est un Senghorien. Et c'est ça, le plus important, cette fierté que nous avons fait quelque chose. Et c'est même ça, c'est même là, nous sommes en train de relancer au niveau de l'AEDUS national, parce que sous le vice-président de l'Association internationale de Senghor du Cameroun, il reprend cet esprit-là pour davantage développer l'esprit d'Alexandrie. Et l'esprit d'Alexandrie, quand on dit Alexandrie, qu'est-ce que cela évoque dans votre mémoire? Alexandrie évoque d'abord beaucoup de choses très, très personnelles. Parce que lorsqu'on est en Égypte, il y a eu beaucoup d'appréhension. C'est un monde différent. Les Arabes, vous avez d'abord un pays, tu changes, vous devez fréquenter le dimanche. Et le premier choc, parce que parfois, dans votre pays, comme vous appelez dimanche, vous êtes en classe, personne ne comprend rien. Ou vous devez sortir de l'école le dimanche, aller à l'église après pour les chrétiens. Les gens ne comprennent rien. Et c'est ça, cette première expérience. Parce qu'à Alexandrie, c'est une ville qui fascine d'abord, une ville d'histoire. Et chaque fois qu'on arrive, première des choses, on va pas en l'arabe. Deuxième des choses, c'est
les clés de réussite. Quand si quelqu'un réussit Senghor, première chose, il faut aller vers les anciens Senghoriens qui vous donnent les clés de réussite, les bons agrès. C'est ça le plus important. Et aussi là-bas, les expériences personnelles, c'est d'abord la solidarité hein, qui va au-delà de votre pays. Lorsqu'on se retrouve quelque part, la solidarité va au-delà de votre pays. Et cela, vous comprenez aussi la richesse et même la difficulté de ce pays. Prenons par exemple en promotion, nous sommes 11 Camerounais, on parlait tous en français. On ne se comprenait pas. C'est ça, parce qu'on a une diversité ethnique. Et pourtant, quand on allait en Afrique de l'Ouest, tous parlaient en bambara, ils se comprenaient. Les Maliens et même les Ivoiriens, certains Ivoiriens se comprenaient. C'était un Burkinabé, se comprenaient. Là. Il fallait voir lorsqu'il fallait élire les délégués des étudiants. Ils formaient leur clan. Pendant que nous parlons en français, ils parlent dans les langues, ils se comprennent. Et c'est ça aussi la richesse de Senghor. Apprendre un peu des autres. Une fois, cette autodiscipline aussi, hein, apprendre à se connaître aussi. Par exemple, le soir, vous restez chez vous, faites des commentaires, c'est par les Maliens. Ils disent, ouais, il est 20h, je dois rentrer. C'est pourquoi? Parce qu'on mange ensemble. Et chez les Maliens, ils mettent le plateau, tu se mets la main. Ailleurs, c'est pas ça. Et c'est ça le plus important, comprendre les autres. Il y a aussi un élément, c'est une très bonne école. Il faut quand même insister ce cours, comme j'ai fait ce cours une fois au Cameroun, le management interculturel. Nous avons eu ces chocs parfois parce que nous ne sommes pas préparés. Et c'est un cours qui devrait être en avant aussi, cours de management interculturel. Oui, il y en Pourquoi? a Parce au que parfois, département management, un cours de management même interne, en tous les départements, ça même devrait dans être d'autres départements, transversal. évidemment. Parce qu'il y a un choc, ça devrait être transversal. Parce qu'il y a un choc de culture. Parfois, tu peux faire un préjudice à l'autre sans te connaître. Si par exemple, une fois, qu'est-ce qu'il dit à quelqu'un? Je ne me rappelle plus. C'est une blague. Dans mon pays, c'est une blague. Dans notre pays, il prend ça mal. Ou un peu. Et c'est ça très important. Il faut qu'on ait les clés de conduite de chaque relation, de chaque pays. Je vais prendre l'exemple encore là. Sur un joueur camerounais qui a eu ce problème, comparaison, il dit Kevin Keegan, lorsque la mort de Fouet, il dit un jour, Fouet fait un mauvais match. Il se met à le gronder. Au fur et à mesure qu'il le gronde, il regarde au sol. Les deux ne se comprenaient pas. Et ça l'énervait parce que les deux n'avaient pas les mêmes clés de compréhension. À la fin, il dit que l'humilité, Fouet est venu dire que coach, chez nous, on ne regarde pas Najut dans les yeux, on regarde au sol. En fait, en Europe, c'est quoi? Quand Najut, tu n'as pas besoin de regarder dans les yeux. Parce que quand tu regardes au sol, c'est un signe de mépris. Et chez nous, en Afrique, on ne regarde pas Najut dans les yeux. Les deux n'avaient pas les mêmes codes de compréhension. Et ça énervait l'autre. Et tant Fouet, c'est par respect, regarde au sol. Vous comprenez un peu? Et c'est ça. Ce type de management interculturel, c'est très important aussi que les gens soient imprégnés au code de coutume des autres. C'est tellement très important de le connaître là. Oui, vous avez donné aux internautes, aux étudiants, les clés de réussite à l'Université Senghor partant de votre expérience, l'aspect interculturel, pour savoir profiter et rentabiliser le stage, les mémoires et surtout avoir déjà une vision de départ de ce que vous voulez devenir et d'essayer de grappiller au fur et à mesure les ingrédients offerts par la formation à Senghor pour pouvoir vous constituer et atteindre vos objectifs. Docteur Hugues Emen Chana, Monsieur le directeur du Musée national du Cameroun, je vous remercie de nous avoir accordé cet instant d'échange et nous espérons bien vous rencontrer lors de prochaines rencontres ou activités. Merci beaucoup et plein succès dans vos activités. Monsieur le directeur, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à tout ce qui concerne Senghor. C'est un plaisir. Nous faisons partie de toute cette famille-là. Merci beaucoup. Merci et à nos internautes, toute notre gratitude pour votre sympathique attention. À la prochaine.